rejeté. Madame Battistel a la parole pour le 1727. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, à l'occasion de cet amendement, je voulais aussi partager avec vous une réflexion que nous avons eue, parce qu'au fil des auditions, comme je pense chacun d'entre nous, nous avons aussi découvert un certain nombre de choses qui ne nous étaient pas forcément familiers ou connues. Et donc, je voulais parler ici de la question de l'appariement. Donc, on a appris, en tout cas moi personnellement, j'ai appris qu'en amont d'une PMA, un appariement a été effectué, notamment sur les caractéristiques physiques. Et un certain nombre de personnes auditionnées nous ont dit qu'elles ne le savaient pas à l'avance, donc c'était quelque chose qui n'était pas dit, et qu'elles l'avaient aussi appris bien plus tard. Donc, après avoir réfléchi et discuté entre nous, on a considéré, et en tout cas c'est la position de notre groupe, qu'il serait peut-être important, voire obligatoire, de demander l'avis des futurs parents pour un appariement ou non en amont d'une tentative d'AMP. Merci. Monsieur le rapporteur. Je comprends parfaitement cette intention, d'autant plus, Madame Battistel, que c'est quelque chose que nous avons les uns et les autres soutenu. Il y a des groupes ethniques minoritaires dans notre pays et qui demandent l'assistance à la procréation et qui donc n'ont pas, dans l'organisation des sécos actuelles, la facilité d'un appariement probable. Et donc, il aurait demandé d'attendre beaucoup plus que les autres pour avoir satisfaction. Or, parmi ces personnes, certains n'ont que faire d'excès d'appariement. Puis je vous rappelle que l'appariement fait par les sécos tiennent compte du morphotype, de la carnation, du groupe sanguin lui-même, etc. Donc cela va parfois beaucoup trop loin. Et donc ça se retourne contre les personnes en voulant rendre service aux parents pour que leurs enfants nés à partir d'un tiers donneur aient quelques ressemblances avec eux. On va parfois trop loin en empêchant la réalisation de la PMA. Et donc, de fait, c'est quelque chose qui est néfaste et il est important que nous le corrigions pour que ce soit le choix des parents. Certains veulent bénéficier de cet appariement partiel, d'autres ne veulent pas et préfèrent obtenir un enfant peut-être ne leur ressemblant pas parfaitement, mais qui correspondent à leurs souhaits. Et donc, je comprends tout à fait cela, mais je vais quand même vous demander, si vous en êtes d'accord, de le retirer parce que dans la partie 1 bis de notre loi, les préconisations d'appariement se trouveront mieux situées et encore plus complètes, mais avec exactement l'idée que vous défendez de laisser le choix aux familles désireuses, que ce soit des familles hétéro, homosexuelles ou des femmes seules. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'appariement doit être proposé aux couples dans les règles de bonne pratique des centres. Et visiblement, certains ne le font pas. Ce que je vous propose, c'est de demander à l'Agence de la biomédecine qu'elle inscrive cette proposition, ce choix qui doit être fait aux couples, dans le guide d'information qui est donné aux familles. Ça permettra de clarifier qu'ils ont le droit ou pas d'accepter un appariement, mais qui ne peut pas être fait systématiquement sans l'accord des personnes. Et donc, je vous propose de retirer votre amendement. Monsieur Hetzel, la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Cet amendement est l'occasion d'évoquer un sujet éminemment sensible. Et d'ailleurs, je voudrais ici amener dans le débat l'extrait d'une interview réalisée au moment justement des premiers débats autour de la révision de la loi de bioéthique par le professeur Testard. Et en l'occurrence, le journal lui pose la question, parmi les cibles de votre colère, les sécos occupent une place à part, pourquoi? Et là, il répond, cela fait 30 ans que je me bats contre eux parce que je considère que c'est un lobby qui cache complètement ces pratiques et influe sur la loi par les relais d'influence qu'ils ont partout. Ils sont pour moi
les pionniers d'un nouvel eugénisme que je déplore. La pratique de la PMA est sans doute la spécialité médicale la mieux contrôlée en France, sauf pour ce qui relève des sécosses et du don du sperme. Et il poursuit, dans les faits, ils sont les seuls responsables de l'origine génétique de l'enfant puisque les dons sont encore anonymes et qu'eux doivent bien choisir les donneurs pour apparier chacun avec une receveuse. Sur quels critères? On peut se le demander. En fait, personne ne le sait, sauf pour la ressemblance avec le père social. Et l'agence de médecine, qui est censée veiller à la transparence de la pratique, ne s'est jamais penchée là-dessus. Or, les sécosses sont forcément tentés de modifier leurs critères de sélection au gré des découvertes génétiques pour obtenir, en quelque sorte, le meilleur bébé possible. Et je termine toujours en citant le professeur Testard. Tout ceci est extrêmement glaçant. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui limités dans notre temps de parole et c'est vraiment dommage parce que ce sont des sujets importants et je trouve dommage que nous ne puissions pas aller plus loin dans ces débats qui, en réalité, sont tout de même des débats qui mériteraient des éclaircissements de la part, bien entendu, du gouvernement et effectivement savoir ce qui peut être fait pour que là aussi les règles éthiques soient clairement préservées. Monsieur de Courson a la parole. C'est un vieux débat, Madame la Ministre. Et votre proposition, à mon avis, ne tient pas. Ce n'est pas dans le bulletin d'information qu'il faut mettre ça dessiné. Il faut qu'on légifère là-dessus sur les principes et que vous preniez un texte qui s'applique à tous les sécosses, qui définit les conditions. Car sinon, avec des pratiques très différentes, vous pouvez aller dans l'eugénisme complet. Donc, il faut absolument encadrer cela. On ne peut pas laisser à des sécosses financées entièrement sur fonds publics le soin de chacun définir ses règles. C'est au Parlement de définir cela et à vous-même pour le préciser. Madame Battistel. Oui, monsieur le rapporteur, si j'ai bien compris votre réponse, vous nous disiez que l'amendement était finalement mal positionné et qu'il devait être placé à l'article 1 bis. Donc pourtant, nous n'avons pas eu d'informations comme quoi ça ne correspondait pas aux articles qui sont étudiés ici. Donc peut-être est-il possible de le déplacer et de le replacer au bon endroit. Madame la ministre, j'entends votre proposition de le mettre sur le guide et là on serait dans finalement la possibilité qui va être donnée aux parents de savoir qu'ils ont leur mot à dire et que si on ne leur demande pas leur avis, ils pourront dire mais attendez, est-ce que vous allez ou non apparaître et comment ? Mais ce ne sera pas une démarche qui sera forcément systématique et si personne n'a lu le guide et si voilà. Donc je rejoins peut-être mon collègue Courson qui propose que ce soit véritablement inscrit et qu'ensuite ce soit diffusé largement. Et donc peut-être si vous souhaitez qu'on en rediscute à l'article 1 bis, pourquoi pas. Mais en l'état, nous sommes un peu embêtés de retirer cet amendement. Je ne vois pas de demande de prise de parole, donc nous allons voter sur l'amendement 1727. Qui est pour son adoption? Qui est contre?